Le 14 octobre 1943, à 4500 mètres au-dessus de Schweinfurt en Allemagne. Le crayon crissa sur le cuir usé de son journal de bord. Un pilote de chasse allemand enregistra ce qui ressemblait à une entrée de routine. Sa 17e destruction de bombardiers lourds, une forteresse volante Bedicsep qui venait d'entamer une vrille désespérée vers le sol, ne laissant derrière elle qu'une traînée de fumée noire, annonciatrice d'une fin certaine. À travers la verrière de son Focke-Wulf FW-190, il observa les forteresses restantes s'efforcer de maintenir leur formation. Leurs mitrailleurs déversaient des gerbes désespérées de balles de calibre 50 dans le vide, où les chasseurs allemands s'étaient trouvés quelques instants auparavant. L'arithmétique du combat aérien était simple et brutale. Les chasseurs de la Luftwaffe pouvaient choisir leur moment frappé depuis le soleil et s'échapper avant que les canonniers des bombardiers ne puissent réagir efficacement. Sans escorte de chasseurs à longue portée, les bombardiers américains n'étaient rien de plus que des cibles coûteuses. Ce matin-là, 291 forteresses volantes Bedics-Sept avaient pénétré l'espace aérien allemand dans le but de détruire les usines de roulement habiles de Schweinfurt. Au coucher du soleil, 60 d'entre elles ne reviendraient jamais en Angleterre, et 17 autres seraient si gravement endommagées qu'elles seraient mises au rebut dès l'atterrissage. La Luftwaffe appela ce jour un « tir au pigeon » Turkey Shoot. Les Américains le nommèrent le jeudi noir Black Thursday, le jour le plus sombre de l'histoire de la 8e force aérienne. Ce qu'aucun des deux camps ne savait, c'est que ce moment de triomphe allemand serait parmi leurs derniers. Dans les 4 mois suivants, tout allait changer, et de façon irréversible. Les pilotes de chasse allemands de la fin de 1943 avaient toutes les raisons d'être confiants. Des hommes comme le major Wilhelm Ferdinand Galland, frère aîné d'Adolf Edman Göring Peter Hadda, et le major Walter Dahl, avaient transformé l'interception des bombardiers américains en une véritable science de la destruction. Ils avaient élaboré des tactiques spécifiquement conçues pour exploiter les faiblesses de la formation de bombardiers tactiques affinée au cours de mois de combats réussis. La formation de combat américaine standard, le combat box, qui alignait 18 à 21 bombardiers selon un schéma défensif tridimensionnel, reposait sur la théorie selon laquelle une puissance de feu défensive, massive et concentrée pourrait repousser toute attaque. Chaque B-17 aurait hérissé de 13 mitrailleuses de calibre 50 étaient censées couvrir théoriquement chaque angle d'approche. En pratique, les pilotes allemands avaient identifié des vulnérabilités cruciales, des angles morts à l'avant, des réserves de munitions limitées, et surtout, l'impact psychologique des attaques soutenues. Hedman Hinskoka, commandant du 5, G. Gonz avait perfectionné l'attaque frontale, exploitant la position défensive, la plus faible du Bedicsep. Le 26 février 1943, il avait abattu son premier bombardier lourd, un B-24 4 Liberator nommé Mézy, et en octobre, il en avait détruit 16 autres. Sa technique était d'une précision chirurgicale, approchée à midi par le haut, plongée à travers la formation à 650 km/h. Tirer une rafale de 2 secondes sur le cockpit et les moteurs, puis rompre le contact avant que les avancées, mitrailleurs de la tourelle supérieure, ne puissent suivre sa trajectoire. Les statistiques venaient soutenir la confiance allemande. Lors de la première mission Schweinfurt-Regensburg, le 17 août 1943, la Luftwaffe avait abattu 60 bombardiers, soit 16% de la force attaquante. Les pertes américaines furent si sévères que les raids en profondeur furent suspendus pendant des semaines. Lorsqu'ils reprirent avec le second raid sur Schweinfurt le 14 octobre, les résultats furent encore plus dévastateurs. 77 bombardiers perdus ou mis au rebut. Plus de 600 aviateurs tués ou capturés en une seule journée. Le major Gashbe, commandant du groupe du TU, J-11, développa l'attaque en front de compagnie, 8 FW-190, approchant de front saturant le feu défensif des bombardiers avec de multiples cibles simultanées. L'impact psychologique était accablant. Les mitrailleurs américains face à 8 chasseurs, approchant à une vitesse combinée de près de 1000 km/h, n'avaient que quelques secondes pour choisir leur cible, et tiraient souvent dans la panique la plus totale. La racine de la vulnérabilité américaine résidait dans une simple question de physique. Aucun chasseur allié en 1943 n'avait l'autonomie nécessaire pour escorter les bombardiers au cœur de l'Allemagne. Le Republic P-47 Thunderbolt, le principal chasseur d'escorte américain,
n'avait un rayon d'action au combat que de 600 km, même avec des réservoirs externes supplémentaires, soit juste assez pour atteindre la frontière allemande, mais pas au-delà. Le bimoteur Lockheed Prantwit Lightning pouvait voler plus loin, mais souffrait de problèmes mécaniques en haute altitude, dans le froid européen, ses moteurs calant et ses commandes gelant régulièrement. Cette limitation signifiait que les bombardiers américains effectuaient la partie la plus dangereuse de leur mission, au-dessus du cœur de l'Allemagne, complètement seuls. Les chasseurs allemands attendaient simplement au-delà du rayon d'action des escortes alliées, puis attaquaient avec une force concentrée. Les pilotes de la Luftwaffe appelaient le point où les chasseurs alliés rebroussaient chemin le « moment en or », « the golden moment ». L'oberlieutenant Hans Philipp, qui revendiquerait 206 victoires avant sa mort en octobre 1943, décrivit la tactique dans ses comptes rendus. Nous suivions les flux de bombardiers au radar, calculant exactement où leur escorte allait faire demi-tour. Dès que les petits amis s'en allaient, nous nous jetions sur eux. Les bombardiers savaient ce qui allait arriver. On les voyait resserrer leur formation comme des moutons effrayés. La limitation de l'escorte créait une arithmétique mortelle. Une formation de B-17 pouvait faire face à 4 heures de combat au-dessus du territoire ennemi, mais seulement 90 minutes sous la protection de chasseurs. Les chasseurs allemands pouvaient attaquer, atterrir, se ravitailler, se réarmer, et attaquer à nouveau alors que les bombardiers luttaient toujours pour rentrer. Certains pilotes de la Luftwaffe effectuaient 3 ou 4 sorties contre un seul raid, multipliant leur efficacité au combat. Le développement du P-50 et un Mustang ne commença pas comme une initiative américaine, mais comme une demande britannique. En avril 1940, la commission d'achat britannique approcha North American Aviation pour obtenir des chasseurs P-40 supplémentaires. Au lieu de cela, North American proposa de construire un chasseur entièrement nouveau en seulement 120 jours. Le résultat fut le NA-73X, qui vola pour la première fois le 26 octobre 1940. Un exploit remarquable de développement rapide. Initialement propulsé par un moteur Allison V1000, 710, le premier Mustang excellait à basse altitude, mais peinait au-dessus de 4500 mètres, précisément là où l'escorte des bombardiers était nécessaire. La RAF utilisa ses premières variantes pour la reconnaissance tactique et l'attaque au sol des rôles où leur autonomie exceptionnelle et leur performance à basse altitude s'avérèrent précieuses. Mais la transformation qui allait changer la guerre aérienne vint d'un mariage improbable entre l'ingénierie américaine et britannique. En avril 1942, le pilote d'essai de Rolls-Royce Ronald Harker vola sur un Mustang équipé du moteur Allison et reconnut immédiatement son potentiel. La cellule était superbe, aérodynamiquement plus pure que même le Spitfire. Ce qu'il lui fallait, c'était un meilleur moteur. Harker proposa d'équiper le Mustang du Rolls-Royce Merlin 60 et le même moteur suralimenté à 2 étages qui propulsait les derniers Spitfire. Le premier Mustang propulsé par un Merlin vola en octobre 1942 et les résultats furent extraordinaires, incarnant l'alliage parfait de l'ingéniosité transatlantique. La vitesse maximale passa de 630 à 708 km/h. Plus important encore, les performances au-dessus de 6000 mètres passèrent de marginal à exceptionnel. Le plafond de service bondit de 9400 à 12800 mètres. Le mariage de la capacité de production de masse américaine avec la technologie des moteurs britanniques avait créé quelque chose qu'aucune nation n'aurait pu réaliser seule. Ce qui rendait le P-50 et NB vraiment révolutionnaire n'était pas seulement sa performance mais son autonomie. Le secret résidait dans 3 facteurs: l'efficacité aérodynamique exceptionnelle de son aile à flux laminaire, sa capacité interne de carburant de 696 litres, comparée aux 1155 litres du P-47, mais dans une cellule beaucoup plus légère et efficace, et la capacité de transporter des réservoirs externes, sans dégradation sévère des performances. L'aile à flux laminaire conçue par Edgar Schmood de North American maintenait un écoulement d'air lisse beaucoup plus loin sur sa surface que les ailes conventionnelles. Cela réduisait la traînée de près de 30%, se traduisant directement par une économie de carburant. Alors qu'un P-47 brûlait 380 litres par heure en vol de croisière, un P-50 et n'en consommait que 246 à la même vitesse. Lorsque des réservoirs externes de 284 litres furent ajoutés au P-50,
et 1B au début de 1944, le rayon d'action au combat s'étendit à 1050 km. Avec les réservoirs de 408 litres introduits en mars 1944, le rayon d'action s'étira à 1370 km AC pour atteindre Berlin, engager le combat pendant 20 minutes et revenir en Angleterre. Aucun autre chasseur monomoteur au monde ne pouvait égaler cette combinaison d'autonomie et de performance. Le 354e groupe de chasse, surnommé le groupe Mustang Pionnier, reçut les premiers P-50 et 1B en novembre 1943. Basé à Boxted dans l'Essex, ils faisaient techniquement partie de la 9e force aérienne, mais furent immédiatement chargés de soutenir les missions de bombardement stratégique de la 8e force aérienne. Leur commandant, le colonel Kenneth Martin, n'eut que quelques jours pour convertir ses pilotes du P-47 aux nouveaux chasseurs. Le lieutenant-colonel Glenn Duncan, qui commanderait plus tard le 353e groupe de chasse, effectua l'un des premiers vols d'orientation, et se souvint plus tard. « Dès que j'ai décollé, j'ai su que nous avions quelque chose de spécial. Le Mustang se pilotait comme une voiture de sport comparée au Thunderbolt qui était un camion. Il était réactif, rapide et surtout il pouvait voler éternellement. » La première mission de combat du P-50 et 1B eut lieu le 1er décembre 1943, un balayage au-dessus de la Belgique et de la France occupée. La première mission d'escorte suivit le 5 décembre vers Eupen, un raid de courte portée. 16 P-50 et 1B accompagnèrent les bombardiers plus comme un test de combat qu'une mission d'escorte complète. Ils ne rencontrèrent aucun chasseur ennemi, mais la mission prouva l'aptitude fondamentale de l'avion au travail d'escorte en haute altitude. Le 13 décembre apporta la première mission d'escorte, à longue portée vers Kiel, à 790 km de la base, une distance jusqu'alors impossible pour les chasseurs alliés. L'impact psychologique fut immédiat des deux côtés. Les pilotes allemands, interceptant ce qu'ils s'attendaient à être des bombardiers non escortés au-dessus du nord de l'Allemagne, furent choqués de rencontrer des chasseurs américains agressifs, effraient profondément ton territoire du Reich. La dernière semaine de 1943 vit une intensification des opérations, alors que la 8e force aérienne testait les capacités du Mustang. Le 20 décembre, des P-50 et 1B escortèrent des bombardiers jusqu'à Brême, revendiquant 3 chasseurs allemands sans perte. La Luftwaffe, s'ajustant toujours à la nouvelle menace, continuait d'utiliser ses tactiques standards d'attente du départ des escortes. Mais les escortes ne partaient pas. Les pilotes allemands confondirent initialement le P-50 et 1B avec le P-47 à distance, s'attendant à ce qu'il fasse demi-tour à tout moment. Lorsque les Mustangs continuèrent vers l'est, bien au-delà du rayon d'action maximal du P-47, la confusion se transforma en alarme. Les échanges radio, interceptés par les services de renseignement alliés, révélèrent des contrôleurs allemands demandant à plusieurs reprises à leurs pilotes de confirmer les types et les positions des chasseurs, incapables de croire que les escortes alliées avaient atteint une telle profondeur. Allemagne. Le major Klaus Mittusch, commandant du 3 JG-26, reconnut immédiatement les implications stratégiques après avoir atterri d'une interception, le 30 décembre, où des Mustangs avaient poursuivi ses chasseurs jusqu'à leur approche d'atterrissage. Il aurait dit à ses pilotes avec la lucidité amère qui caractérisait les as allemands: « La guerre aérienne a fondamentalement changé. Notre sanctuaire n'existe plus. » Le 4 mars 1944, 7600 mètres au-dessus du Brandebourg. À travers les nuages épars en contrebas, la vaste silhouette de Berlin était clairement visible. La capitale du Reich, le cœur de l'Allemagne nazie, la ville que Hermann Göring avait juré ne verrait jamais d'avions ennemis. Au-dessus, en formation parfaite, volaient 660 bombardiers lourds américains, et les entourant, tissant des motifs protecteurs d'une implacable efficacité, se trouvaient des dizaines de chasseurs monomoteurs portant les insignes américains. La première escorte de chasse américaine jusqu'à Berlin représentait plus qu'une prouesse tactique. C'était une démolition psychologique du mythe d'invincibilité allemand. Le colonel Donald Blakesley, commandant le 4e groupe de chasse, avait mené ses 3 escadrons de P-50 et 1B sur le voyage historique aller-retour de 1770 km. Le 4e groupe de chasse avait reçu ses P-50 et 1B le 28 février 1944, et à peine 4 jours plus tard, accomplissait ce que le commandement allemand jugeait impossible. Pour les pilotes de la Luftwaffe s'élevant pour intercepter le spectacle,
était incompréhensible. On leur avait dit que les chasseurs alliés ne pourraient jamais atteindre Berlin. C'était trop loin, impossible pour un avion monomoteur. Pourtant ils étaient là, frais et agressifs, après avoir volé 800 km, tandis que les défenseurs allemands étaient ceux qui manquaient de carburant. Après un simple décollage, le combat qui s'ensuivit fut d'une sauvagerie totale. La Luftwaffe engagea plus de 200 chasseurs pour défendre Berlin. Mais ils n'affrontaient pas des mitrailleurs de bombardiers épuisés, mais des pilotes de Mustang frais et ardents, bénéficiant d'un avantage d'altitude et d'un avion supérieur. Le 4e groupe de chasse à lui seul revendiqua 15 victoires. Plus significativement, de nombreuses attaques allemandes contre les bombardiers furent brisées avant même qu'elles ne puissent être menées à terme. Pour les pilotes américains, le P-50 et B représentaient une révélation dans la conception des chasseurs. Le capitaine Donald Gentile du 4e groupe de chasse, qui deviendrait l'un des meilleurs as du Mustang de la guerre, décrivit son premier combat sur cet appareil. Le Mustang nous a donné tout ce dont nous rêvions. La vitesse pour rattraper n'importe quel chasseur allemand, la maniabilité pour les combattre en duel aérien, et l'autonomie pour aller partout où les bombardiers allaient. Le cockpit d'un P-50 et B était exigu mais conçu efficacement. Le pilote était assis derrière un moteur en ligne qui offrait une excellente visibilité vers l'avant. Contrairement au Po-47 à moteur radial qui bloquait une grande partie de la vue avant la verrière, en forme de serre du modèle B, offrait déjà une bonne vision panoramique. Le lieutenant Robert Powell, du 352 groupe de chasse, se souvint des exigences physiques du vol. 6 heures dans un Mustang signifiait 6 heures sous oxygène, au-dessus de 3000 mètres. Votre bouche serait sèche comme du papier de riz à cause de l'oxygène. Votre dos endolori par le parachute et le paquet de canaux de sauvetage sur lequel vous étiez assis. Votre cou douloureux, à force de se tordre constamment pour vérifier la présence de chasseurs ennemis. Mais nous avions la capacité de faire le travail, et c'est ce qui faisait toute la différence. L'apparition des Mustangs au-dessus de Berlin déclencha une crise immédiate au sein du haut commandement de la Luftwaffe. Le Reichsmarschall Hermann Göring, confronté aux preuves des films de caméras de tir allemands montrant clairement des P-50 et un au-dessus de la capitale, refusa initialement de croire les rapports. Il aurait déclaré « Quand j'ai vu des Mustangs au-dessus de Berlin, j'ai su que c'en était fini. » Bien que cette citation spécifique manque de documentation de sources primaires et puisse être apocryphe, elle capture parfaitement le choc qu'a subi la direction allemande. Les implications tactiques étaient dévastatrices. Toute hypothèse sur la défense du Reich avait été basée sur le sanctuaire de l'espace aérien allemand au-delà du rayon d'escorte. Les terrains d'entraînement, les zones de rassemblement et les usines d'avions avaient été situés dans le centre de l'Allemagne, précisément parce qu'ils étaient considérés comme à l'abri des attaques de chasseurs. Désormais, les chasseurs américains pouvaient mitrailler des aérodromes près de Prague, engager des chasseurs allemands au-dessus de Munich et escorter des bombardiers vers n'importe quelle cible du Reich. Le major Günther Roll, l'un des meilleurs as allemands avec 275 victoires, reconnut le changement stratégique. Le Mustang n'a pas seulement étendu l'offensive des bombardiers, il l'a transformée. Nous ne pouvions plus choisir quand et où nous battre. Ils nous apportaient la bataille à leurs conditions quand ils le désiraient. La Luftwaffe tenta diverses ripostes tactiques. Des Sturmgruppen furent formés des FW-190 lourdement armés et blindés conçus pour percer les écrans de chasseurs et attaquer les bombardiers à courte portée. Mais ces gros chasseurs d'assaut pato et lents étaient des proies faciles pour les Mustangs agiles. Les Allemands essayèrent des attaques de masse avec des groupes entiers, attaquant simultanément, mais les chasseurs américains avaient le nombre et la performance pour contrer même ces assauts coordonnés. La grande semaine Big Week du 20 au 25 février 1944 démontra la dynamique transformée de la guerre aérienne. La 8e force aérienne lança l'opération Argument contre la production d'avions allemandes avec les P-50 et en assurant l'escorte sur toute la profondeur. En 6 jours, les Américains effectuèrent 3300 sorties de bombardiers et 3673 sorties de chasseurs, perdant 226 bombardiers, mais revendiquant plus de 500 chasseurs allemands détruits. Plus critique encore, la Luftwaffe perdit des pilotes irremplaçables. La stratégie américaine était passée du simple bombardement de cibles à la recherche active du combat aérien. Le général James Doolittle, commandant la 8 force aérienne, avait émis de nouveaux ordres en janvier 1944.
Les chasseurs devaient chercher et détruire la Luftwaffe partout où elle pouvait être trouvée, plutôt que de rester proche des bombardiers. Le capitaine John Godfrey du 4e groupe de chasse décrivit les nouvelles tactiques agressives. Nous escortions les bombardiers jusqu'à la cible, mais une fois qu'ils avaient largué leurs bombes, nous allions chercher les ennuis. Nous plongions au ras du sol, mitraillions les aérodromes, attrapions les chasseurs allemands qui atterrissaient ou décollaient. L'arithmétique de l'attrition favorisait désormais les Alliés de manière écrasante. En janvier 1944, la Luftwaffe perdit 1311 pilotes, en février 221, en mars 215. Ces pertes comprenaient de nombreux experts chevronnés, des vétérans ayant des années d'expérience au combat dont l'hémorragie ne pouvait être stoppée. Les pertes américaines, bien que significatives, pouvaient être remplacées par les programmes de formation massifs, produisant 11 000 nouveaux pilotes chaque mois. Le P-51 représentait plus qu'une simple autonomie étendue. Il mettait en évidence la supériorité industrielle et technologique américaine. Le viseur de calcul 14 introduit fin 1944 donna aux pilotes de Mustang un avantage significatif dans le tir en déflexion. Ce viseur gyroscopique calculait automatiquement l'avance nécessaire en fonction de la portée et du taux de virage, améliorant considérablement la précision. Les 6 mitrailleuses 50 M2 Browning du Mustang, bien que moins puissantes que les canons allemands, offraient des avantages en termes de capacité de munitions et de cadence de tir. Un P-51 transportait 1880 cartouches au total assez pour près de 30 secondes de tir continu. Les chasseurs allemands armés de canons transportaient généralement des munitions pour moins de 10 secondes de tir. Dans un duel aérien prolongé, les pilotes américains pouvaient se permettre de tirer les pilotes allemands. Non, le major Heinsberg, l'un des meilleurs as d'Allemagne, avec 220 victoires, nota la différence qualitative. Le Mustang n'était pas un simple chasseur de plus. C'était un système d'armes intégré. Tout y était optimisé pour sa mission. Nous avions d'excellents avions, mais rien qui ne combinait tous les éléments de manière aussi efficace. Derrière les statistiques se cachait une tragédie humaine d'une ampleur sans précédent. De jeunes hommes des deux côtés, dont beaucoup sortaient à peine de l'adolescence, livraient des batailles désespérées à 9000 mètres au-dessus de la terre, par des températures de moins 45 degrés Celsius. Les chanceux mouraient instantanément. D'autres enduraient d'horribles brûlures, des amputations traumatiques dues aux obus de canon, ou des morts lentes, dans des parachutes criblés de balles. Le lieutenant William Wisner du 352 groupe de chasse abattit un Bf-109 le 8 mars 1944 et regarda son pilote s'éjecter. Son parachute s'est ouvert mais il était en feu, se souvint Wisner. Je pouvais le voir essayer d'éteindre les flammes sur sa combinaison de vol alors qu'il descendait. Personne ne pouvait rien faire. Le pilote allemand Walter Schuck du J-Sept décrivit la nature changeante du combat. En 1943, nous étions des chevaliers du ciel, joutant avec des bombardiers dans quelque chose qui ressemblait à un combat équitable. En 1944, nous étions poursuivis sans répit. Les Mustangs nous suivaient jusqu'à nos aérodromes tournaient au-dessus, pendant que nous essayions d'atterrir puis attaquaient. Il n'y avait de sécurité nulle part. Le bilan psychologique était dévastateur. Les pilotes de la Luftwaffe, qui étaient confiants en 1943, devinrent de plus en plus fatalistes au milieu de 1944. Des lettres à la maison censurées par les autorités allemandes mais préservées dans les archives révélaient un désespoir grandissant. Un pilote écrivit en avril 1944 « Nous décollons en sachant que la plupart d'entre nous ne reviendront pas. Les Américains sont partout toujours au-dessus de nous, toujours avec plus de carburant, plus de munitions. » Alors que le printemps se transformait en été en 1944 litres, autonomie du Mustang permit une campagne stratégique qui allait paralyser la machine de guerre allemande, la destruction systématique de la production de pétrole synthétique. Les usines de pétrole synthétique à Luna-Pelitz et Brux, auparavant hors de portée de l'escorte, firent désormais face à des attaques de précision régulières avec une protection totale des chasseurs. L'impact fut catastrophique pour la Luftwaffe. La production de carburant d'aviation chuta de 175 000 tonnes en avril 1944 à 30 000 tonnes en juillet et à seulement 10 000 tonnes en septembre. Les vols d'entraînement furent réduits puis totalement éliminés. Les nouveaux pilotes arrivaient dans les unités de combat avec à peine 50 heures de vol au total,
contre 300 à 400 heures pour les pilotes américains. L'Oberst Johannes Steinhoff, commandant du J-Sept, décrivit la crise avec une amère ironie. Nous avions le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde, le Me-262, capable de 870 km/h. Mais nous pouvions à peine les ravitailler pour des missions de combat. J'ai regardé impuissant des dizaines de ces superbes avions restés inactifs, tandis que les Mustangs rôdaient librement au-dessus de nos têtes. Le 6 juin 1944, le jour J, démontra le renversement complet de la suprématie aérienne. Ce jour-là, la Luftwaffe ne parvint à effectuer que 319 sorties au-dessus de la France, contre 14 674 sorties alliées. Seuls 2 chasseurs allemands apparurent au-dessus des plages d'invasion. Les Mustangs et d'autres chasseurs alliés avaient établi une telle domination que l'invasion se déroula sous un parapluie aérien quasiment incontesté par l'aviation allemande. L'Oberleutnant Joseph Pepys, prié commandant du Jigwind 6, effectua une de ces 2 sorties avec son ailier, l'Unteroffizier Heinz Wodarczyk. Effectuant un seul passage de mitraillage le long de Sword Beach Prieure, décrivit plus tard la mission comme un suicide déguisé en devoir. Ils ne survécurent que parce que les chasseurs alliés étaient trop surpris pour réagir à l'unique paire de FW-190. Le rôle du Mustang s'étendit au-delà de l'escorte, allant jusqu'au bombardement actif. Les pilotes de P-51 devinrent experts en train busting, détruisant les locomotives avec leurs canons de 50. Un seul Mustang pouvait transporter 2 bombes de 227 kg ou 10 roquettes de 127 mm en plus de ses canons, ce qui en faisait un formidable avion d'attaque au sol. Le capitaine Charles Chuck Yeager, qui briserait plus tard le mur du son, vola sur des P-51 avec le 357 groupe de chasse. Le 12 octobre 1944, il abattit 5 Bf-109 en une seule mission. Mais il décrivit également la complexité morale. Nous sommes passés de la protection des bombardiers à l'attaque de tout ce qui bougeait. Nous mitraillons les trains, en sachant qu'ils pouvaient transporter des civils. C'était la guerre totale. Et le Mustang nous a donné la capacité de mener cette guerre n'importe où en Allemagne. La réponse technologique de l'Allemagne prit la forme de chasseurs à réaction révolutionnaire, le Messerschmitt, Me-262 et le Me-163, Comet, propulsé par fusée. Le Me-262, capable de 870 km/h, était près de 160 km/h plus rapide que le P-50 et 1D. Entre les mains de pilotes expérimentés, il pouvait trancher les formations de bombardiers et s'échapper avant que les Mustangs ne puissent réagir. Pourtant même ces merveilles technologiques ne purent inverser le cours de la guerre. Adolphe Galland, volant sur un Me-262 avec le JV-44 en 1945, abattit 7 avions, mais reconnut la futilité de l'effort. Nous étions comme quelques tigres face à des centaines de loups. Pour chaque Me-262, les Américains avaient 50 Mustangs, et les Mustangs pouvaient rôder au-dessus de nos aérodromes, attaquant les jets au moment où ils étaient le plus vulnérables pendant le décollage, l'atterrissage. Les moteurs à réaction de 1944 à 1945 étaient capricieux, nécessitant une gestion prudente de la manette des gaz et de longues pistes. Les pilotes de Mustang apprirent à exploiter ces faiblesses. Le lieutenant Urban Drew du 360 et une groupe de chasse abattit 2 Me-262 le 7 octobre 1944 en les surprenant dans le circuit d'atterrissage. Les jets à court de carburant et avec les gaz réduits étaient impuissants face aux Mustangs en piqué. Au début de 1945, litre arithmétique du combat aérien était devenu impossible pour l'Allemagne. Les États-Unis produisirent 15 486 P-51 pendant la guerre, avec environ 8 000 servantes en Europe. À son apogée en mars 1945, la 8e force aérienne exploitait à elle seule 14 groupes de chasse équipés principalement de Mustang, soit plus de 1000 avions. Face à cela, la Luftwaffe ne pouvait rassembler qu'environ 300 à 400 chasseurs utilisables, un jour donné dispersés sur l'ensemble du Reich. Les pénuries de carburant signifiaient que beaucoup ne volaient jamais. Les pénuries de pilotes signifiaient que ceux qui volaient étaient souvent dirigés par des adolescents avec une formation minimale. Les ratios de destruction reflétaient ce déséquilibre. En 1945,
Les pilotes de Mustang revendiquaient 10 victoires pour chaque perte. Le lieutenant-colonel John Mayer, commandant du 352 groupe de chasse, termina la guerre avec 24 victoires aériennes toutes sur Mustang. Il observa: « En 1945, ce n'était plus un combat, c'était une exécution. Nous trouvions des aérodromes allemands, tournions au-dessus et abattions quiconque essayait de décoller ou d'atterrir. Le Mustang avait fait de toute l'Allemagne une zone de combat. » Après la guerre, les pilotes de la Luftwaffe capturés fournirent des témoignages révélateurs sur l'impact du Mustang. Le général der Jacques de Flieger Adolphe Galland écrivit dans ses mémoires: « Le P-50 fut peu être le chasseur le plus important de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à son apparition, nous avions contrôlé le moment et le tempo des batailles aériennes au-dessus de l'Allemagne. Après son arrivée, nous n'avons jamais repris l'initiative. Le major Heinz Knock, qui survécut à la guerre avec 33 victoires, fut plus direct. Le Mustang a tué la Luftwaffe. Pas l'offensive des bombardiers, pas l'invasion, mais ce chasseur qui pouvait voler jusqu'en Pologne et revenir. Nous sommes passés de prédateurs à proie en l'espace de 3 mois. Le plus poignant peut être le témoignage des jeunes pilotes qui entrèrent au combat tardivement. Ils effectuaient leur première mission avec une formation minimale, faisant face à des pilotes américains expérimentés dans des avions supérieurs. Un pilote capturé déclara: « J'ai volé ma première mission de combat en novembre 1944, avec 55 heures de vol au total. Lors de ma 3e mission, j'ai vu des Mustangs pour la première fois. Ils étaient partout. J'ai su alors que nous avions perdu non seulement la guerre, mais le ciel lui-même. » Ce choc cognitif, cette confrontation entre l'idéologie nazie sur la supériorité technique allemande et la réalité implacable de la production américaine fut dévastateur pour le moral. La contribution du Mustang s'étendit bien au-delà des victoires tactiques. En permettant des raids en profondeur avec des pertes acceptables, il autorisa la destruction systématique de l'industrie allemande. La production de pétrole, le talon d'Achille du Reich, fut réduite à 10% des besoins en mars 1945. Le réseau de transport fut brisé, empêchant le mouvement des troupes, des fournitures et des matières premières. La production d'avions devint insignifiante lorsqu'il n'y avait plus de carburant pour les faire voler ou de pilotes formés pour les piloter. Le général Karl Spaatz, commandant les forces aériennes stratégiques des États-Unis en Europe, déclara: « Le P-50 fut le système d'armes décisif de la guerre aérienne européenne. Il a rendu possible la campagne de bombardement de jour, l'invasion de l'Europe et la destruction systématique de la puissance militaire allemande. » Le Mustang représentait un tournant dans la conception des chasseurs, influençant le développement des avions pendant des décennies. Son aile à flux laminaire démontra le potentiel de réduction spectaculaire de la traînée. L'intégration de la technologie des moteurs britanniques avec la conception de la cellule américaine établit un modèle de coopération internationale qui se poursuivrait à travers l'OTAN. L'exploit d'autonomie du Mustang changea les hypothèses fondamentales sur les avions de chasse. La doctrine d'avant-guerre soutenait que les chasseurs étaient des armes de défense ponctuelles, à courte portée. Le P-51 prouva que les chasseurs pouvaient être des armes stratégiques capables de projeter leur puissance à des centaines de kilomètres de leur base. Les statistiques finales de l'impact du Mustang sont stupéfiantes. Au total, 15 486 Mustangs furent produits. Ils détruisirent 4 950 avions ennemis en combat aérien en Europe et 431 avions ennemis au sol. Le ratio de destruction en combat aérien dépassa 11 contre un chiffre sans précédent dans la guerre aérienne. Mais l'impact réel ne peut être mesuré uniquement par les statistiques. Le Mustang brisa la volonté de combat de la Luftwaffe, permit l'invasion de l'Europe et raccourcit la guerre de plusieurs mois, voire d'années. La transformation des Rears allemands face aux bombardiers non escortés à une impuissance aérienne totale se produisit avec une rapidité stupéfiante. En octobre 1943, la Luftwaffe contrôlait le ciel au-dessus de l'Allemagne, abattant les bombardiers à volonté. En mars 1944, les Mustangs escortaient les bombardiers jusqu'à Berlin. En juin 1944, la Luftwaffe était tactiquement inefficace. En avril 1945, elle avait cessé d'exister en tant que force de combat. Cette transformation ne fut pas progressive, elle fut catastrophique. La perte d'expérience chez les pilotes allemands raconte l'histoire.
En 1943, 250 heures de vol, et plus avant le combat. Début 1944, 150 heures. Fin 19480 heures. En 19450 à 50 heures. Le plus grand accomplissement du Mustang fut être psychologique. Il a brisé le mythe de la supériorité technologique allemande, démontré la capacité industrielle américaine et prouvé que la démocratie pouvait produire de meilleures armes que la dictature. Les jeunes pilotes de la Luftwaffe, endoctrinés dans l'idéologie nazie, subirent une profonde dissonance cognitive en confrontant la supériorité matérielle américaine. Tout ce qu'on leur avait enseigné sur la supériorité raciale, sur les prouesses techniques allemandes, sur la faiblesse américaine, était contredit par le chasseur élégant et puissant qui dominait leur propre patrie. En 1985-40 ans après la fin de la guerre, des pilotes de chasse américains et allemands se rencontrèrent lors d'une réunion à San Antonio, Texas. Les conversations révélèrent l'impact durable du Mustang des deux côtés. Le colonel Clarence Bud Anderson, qui effectua 116 missions de combat sur Mustang et obtint un 6-2-5 victoire aérienne, s'assit en face de l'Oberst Günther Rall, le troisième, as le plus titré d'Allemagne. Roll leva son verre et dit « Op 50 et un Mustang, le chasseur qui a gagné la guerre aérienne. Nous avions d'excellents avions, des pilotes superbes, et nous nous battions au-dessus de notre patrie. Mais vous aviez le Mustang, et c'est ce qui a fait toute la différence. » Walter Schuck, qui était passé des FW-190 au jet, Me 262 ajouta « Nous sommes passés du rire face aux bombardiers non escortés à la fuite devant les Mustangs en seulement 4 mois. Aucune force militaire n'a jamais connu un renversement aussi complet. » L'ancien général de la Luftwaffe, Johannes Steinhoff, son visage portant encore les cicatrices de son accident de Me 262 en avril 1945, réfléchit. Nous nous moquions de vos bombardiers, en 1943, parce que nous, en 1943, pouvions imaginer que l'Amérique puisse produire un chasseur ayant l'autonomie nécessaire pour les escorter jusqu'à Berlin. Il conclut, le P-50 et un Mustang nous a appris le danger de sous-estimer ses ennemis. Vous demandez quand nous avons su que la guerre était perdue. C'était ce jour de mars 1944, où nous avons levé les yeux et vu des Mustangs au-dessus de Berlin. À ce moment-là, chaque pilote allemand a su la vérité. Nous avions déjà perdu. La transformation des pilotes allemands riant face aux bombardiers américains non escortés à se terrer devant les chasseurs Mustang représente l'un des renversements les plus complets de l'histoire militaire. En moins de 6 mois, d'octobre 1943 à mars 1944, la Luftwaffe passa de dominante à vaincue, de prédateur à proie, de confiante à condamnée. Le P-50 et un Mustang fut le catalyseur de cette transformation, mais il représentait quelque chose de plus vaste, la puissance industrielle américaine, la coopération démocratique entre alliés et le pouvoir de l'innovation technologique dictée par la nécessité plutôt que par l'idéologie. Les pilotes allemands, à qui l'on avait enseigné que la démocratie américaine rendait la nation faible, découvrirent au contraire une société capable d'une unité et d'une production sans précédent. Les rires des pilotes allemands en octobre 1943 étaient fondés sur une évaluation raisonnable des limites techniques. Aucun chasseur monomoteur n'avait jamais démontré l'autonomie nécessaire pour escorter des bombardiers de l'Angleterre à Berlin et retour. Ce qu'ils n'avaient pas réussi à anticiper, c'était la capacité américaine à résoudre des problèmes, le mariage réussi de la technologie américaine et britannique, et la capacité industrielle de produire des milliers de problèmes, chasseurs superbes en mois plutôt qu'en années. Lorsque les Mustangs apparurent au-dessus de Berlin, le 4 mars 1944, les rires cessèrent à jamais. À leur place vint la terrible reconnaissance que tout ce que les pilotes allemands avaient cru sur leurs ennemis, leur propre supériorité et l'issue probable de la guerre, était faux. Le P-50 et un Mustang n'a pas seulement gagné la guerre aérienne, il a brisé des illusions, détruit des mythes, et prouvé que la supériorité technologique en temps de guerre ne vient pas de l'idéologie, mais de la capacité industrielle, de la coopération internationale et de l'innovation démocratique. Le P-50 et un Mustang restent 79 ans plus tard le symbole ultime de la suprématie aérienne américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. L'avion qui a réduit les rires au silence et mis fin à la maîtrise du Reich sur son propre ciel. Les pilotes allemands qui riaient en octobre 1943
apprirent en mars 1944 qu'ils avaient ri trop tôt. En mai 1945, la plupart n'étaient plus là pour regretter leur confiance prématurée. L'histoire du Mustang nous enseigne le danger de sous-estimer ses ennemis, la puissance de la démocratie industrielle et l'impact transformateur qu'un seul système d'armes peut avoir sur le cours de l'histoire. Le Mustang a prouvé que dans la guerre industrielle moderne, le courage et l'habileté, bien que nécessaires, ne suffisent pas. La victoire appartient à ceux qui peuvent produire le plus, former le mieux et innover le plus rapidement. Le renversement fut complet, irréversible et dévastateur. Le rire était devenu silence. Si cette histoire de la guerre aérienne et de ses tournants stratégiques vous a intéressé, partagez vos réflexions sur le rôle de la technologie dans l'issue des conflits mondiaux. Quel autre avion, selon vous, a eu un impact psychologique aussi dévastateur ?